C'est quoi les erreurs les plus courantes que tu as pu observer chez les entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds? Ils sont mal préparés, ou peu préparés. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le succès d'une levée de fonds, c'est un peu comme en sales, c'est 80% de préparation et 20% de bonne exécution. Et il y en a beaucoup qui se préparent en ayant démarré. Et donc ça casse un peu le momentum de la levée. Donc ça, je pense que c'est la grosse erreur, c'est que les gens répartissent l'effort au mauvais endroit. Et c'est un peu comme les mecs qui font du cold call. Shout out à Enzo Colucci d'ailleurs, très fort. Ils te disent, en fait, si tu prépares très bien tes pré-listes de préqualification, tes listes d'appels, tu te facilites le travail après. Et souvent, les gens, ils bâclent cette partie-là, et après, ils se mangent des refus. Et en vrai, la levée de fonds, c'est un petit peu pareil. Est-ce que tu as bien préparé les gens que tu vas les contacter? Est-ce que tu es sûr que ta data room, elle est prête? Est-ce que ton pitch, il est rodé? Est-ce que ton funnel, il est bien préparé, etc. Donc, je pense que l'erreur la plus commune, c'est de mal répartir les efforts, finalement. À quel moment on doit envisager en tant que start-up à aller chercher à lever des fonds dans sa vie de start-up? Le bon moment, c'est quand on n'a pas besoin. Idéalement, c'est un peu ça. Parce qu'il faut avoir en tête que la levée de fonds, c'est vendre une partie de son capital. Donc, il y a un sujet de prix, tout simplement. Donc, pour toi, en tant qu'investisseur, maximiser le prix que tu vas vendre, c'est-à-dire le plus cher possible pour perdre le moins de capital possible, il faut que tu sois dans les meilleures dispositions. Et les meilleures dispositions, c'est faire en sorte que ta boîte elle ait la meilleure traction et que tu puisses imposer tes conditions. Maintenant, le sujet, c'est que tu n'as pas toujours ce luxe, tout simplement. Et donc, l'enjeu, c'est aussi qu'est-ce que tu vas financer et pourquoi tu vas le financer. Et donc, il y a des levées de fonds, tu ne vas pas financer des mêmes choses en fonction des typologies de boîtes. Tu es une boîte, par exemple, dans la deep tech. Je prends l'exemple de Spectra, par exemple, chez nous. L'équipe de Spectra, pour financer le développement de ces machines, c'est une nécessité, une barrière à l'entrée. Elle ne pouvait pas continuer son jeu si elle n'avait pas plusieurs millions d'euros qui pouvaient financer le développement de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, dans son rôle, le sujet de la levée de fonds, il est au début de son aventure. Maintenant, si tu fais un SaaS B2B, une app mobile, le sujet c'est comment tu vas essayer, dans la mesure du possible, d'avoir une traction qui est suffisamment grosse pour te dire j'en ai le moins besoin possible et je vais plus financer de l'accélération, de la croissance, parce qu'à un moment donné, si tu veux vraiment scale, tu vas avoir besoin de ces ressources-là, plutôt que du développement de produit. Donc voilà, donc c'est toujours un espèce d'équilibre à trouver et de réussir à bien situer qu'est-ce que tu peux faire avec les moyens que tu as au début. Et c'est quoi les critères clés que les investisseurs vont regarder dans ta boîte avant d'investir chez toi? Est-ce que ça rejoint du coup la question d'avant? Ouais, c'est une bonne question et d'ailleurs c'est une erreur que font les entrepreneurs, c'est de ne pas suffisamment se renseigner sur c'est quoi le modèle du venture capital, comment eux fonctionnent et c'est quoi leurs intérêts. Et à un moment donné, quand tu joues à un jeu, c'est aussi important de comprendre ses règles et de comprendre les gens qui vont te financer, c'est quoi leur manière de réfléchir, quoi. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu égocentrés à ce niveau-là et qui ne comprennent pas fondamentalement l'intérêt des gens en face. Ce qui est important de préciser déjà, c'est que en fonction de ton cycle de développement sur ta société, tu as des agents qui vont financer des typologies de niveau un petit peu. Donc au début, tu vas plutôt avoir des business angels où tu vas aller chercher des petits tickets pour de l'amorçage. Et à mesure que tu vas évoluer et que les montants que tu veux lever vont grossir, tu vas parler à des acteurs qui sont de plus en plus professionnels et avec des fonds qui vont être structurés sur des fonds de seed à la série A, des fonds post-série A, etc., etc. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le modèle économique de ces fonds de ce qu'on appelle le capital risque, c'est qu'il est basé sur une loi qui est simple, qui dit la magnitude de mon succès doit effacer le volume de mes échecs. Donc historiquement, c'est un peu en train de changer, mais historiquement, leur logique c'était, en fait c'est pas grave si je me trompe 99 fois, si la fois où j'ai raison tellement fort que ça rembourse ce succès-là. Donc ça veut dire que eux, dans leur logiciel d'évaluation des sociétés, ils vont se dire ok, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que dans la version maximale de réussite de cette startup, le potentiel de gain est suffisamment gros pour couvrir toutes les fois où mathématiquement je vais me tromper? Et donc c'est hyper important de comprendre ça parce que ça veut dire que la posture quand tu dois aller voir les fonds, c'est de comprendre que eux ont ce logiciel-là et comment tu te positionnes par rapport à eux pour leur faire comprendre que tu es un potentiel big winner avec des critères qui sont des critères de est-ce que mon marché est suffisamment gros, profond?
Est-ce que le problème que j'attaque, c'est un problème qui est historique, structurel? Est-ce que j'attaque un changement de paradigme? Donc, si j'ai raison, je vais renverser la manière dont un marché est opéré. Donc, c'est important de comprendre tous ces critères-là. Et il y a plein de boîtes en fait qui devraient juste pas aller lever des fonds avec des VC parce qu'ils cochent juste pas. Ça peut être des très bons business au demeurant, mais juste ils cocheront jamais les cases de ce que eux attendent, quoi. Et vu qu'à la fin de la journée, c'est une relation qui doit être aussi équilibrée, c'est important d'avoir en tête, quoi. Mais tous les VC n'attendent pas la même chose. Tu as des fonds qui, en fonction de toi, la niche sur laquelle tu es, ils vont plus te correspondre que d'autres. Ouais. Est-ce que ça fait partie de l'évaluation que tu dois effectuer aussi, sur qui tu contactes? Ouais, carrément. Ils ont des tests d'investissement en fait. Donc, tu as des tests d'investissement qui peuvent être sectoriels. Donc, tu as des fonds qui vont dire par exemple, j'investis que dans des deep tech, dans le climat, que dans des SaaS B2B. Donc, ils connaissent bien cette thèse-là, entre guillemets. Tu as des fonds qui vont être plus des fonds de stade, où ils vont se dire, je suis pourri sectoriel. Mais j'investis que sur des startups qui sont cette taille-là, donc je vais rentrer tout dans les sociétés, etc. Et donc, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la partie préqualification. C'est un sujet d'offre et de demande, donc c'est d'essayer de comprendre, toi en tant que startup, où est-ce que tu te situes, c'est quoi son terrain de jeu en termes de déjà stade de croissance et secteur. Donc, tu fais un premier filtre à ce niveau-là. Et surtout, l'autre élément, et ça c'est d'ailleurs un point que les gens oublient, c'est que quand tu lèves des fonds, tu n'es pas que en concurrence avec les gens de ton marché ou de ton secteur. Tu es en compétition avec tous les dossiers qui veulent lever des fonds. Donc le sujet, c'est comment tu arrives à être aussi différenciant à ce niveau-là. Et comment tu peux être différenciant? En fait, déjà, le capital, il est infini. Même si, attention, c'est pas, contrairement à ce moment, c'est pas du tout facile de lever des fonds. Mais le capital et le nombre d'acteurs qui peuvent financer des gens, il faut être infini, en tout cas il est très profond. Et je suis le premier à être critique sur les fonds français. En France, ça reste une terre où il y a du capital risque, pas se raconter de bêtises non plus. Ce qui est extrêmement rare, du coup c'est pas réellement l'argent disponible pour financer des boîtes, c'est l'alignement entre un fondateur qui travaille sur le bon sujet au bon moment. Donc est-ce que ta vague elle est bonne et sur le bon marché? Et en fait, cet alignement de trois trucs, la rareté, elle est là, en fait, la vérité. Et c'est que les top tier deals, ils sont super rares. Et les top tier deals, en fait, lèvent facilement de l'argent parce que c'est les bonnes personnes qui travaillent sur le bon sujet au bon moment. Et en fait, la vérité, c'est que les fonds, ils se battent pour rentrer dans ces deals-là. Donc, le sujet en tant qu'entrepreneur, c'est de se dire, OK, comment je fais en sorte d'être dans cet alignement-là et comment je fais en sorte d'être le dossier qui va remonter sur la pile. C'est une question de momentum entre le moment où je vais lever ma boîte, quoi. C'est aussi un momentum aussi de marché. En fait, tu vois, c'est un peu l'allégorie de dire si tu es un surfeur et qu'il n'y a pas de vague, tu vas pas aller surfer. Donc, est-ce que le sujet sur lequel tu es en train de travailler, déjà, il est suffisamment gros en termes de marché, mais surtout, est-ce que tu es porté par une dynamique qui laisse espérer que sur les 10, 15, 20 prochaines années, ton sujet sera un sujet qui va prendre une importance structurelle. Donc c'est aussi ça en fait, ce truc de vague, c'est l'idée que ton marché va monter et que toi t'es le bon surfeur et t'es là au bon moment. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont hyper doués au demeurant, mais juste qui ne travaillent pas sur le bon sujet, quoi. Comme Conor McGregor, c'est timing beat everything, tu vois. Il dit ça et je pense qu'il a raison. En boxe, c'est ça, et en startup, c'est pareil, quoi. Est-ce que tu es en train de travailler sur le bon sujet au bon moment? Et d'ailleurs, l'inverse, c'est vrai. Tu as des fondateurs qui sont pas particulièrement bons, mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont juste sur le bon sujet au bon moment, et en fait, ils sont portés par leur marché. Donc voilà, c'est d'être au bon moment dans la vie, ça rend tout plus facile. Pour toi, c'est quoi les éléments indispensables à inclure dans le pitch deck? Dans ton pitch deck? Déjà, c'est de comprendre que on lève pas des fonds sur un pitch deck. Le seul et unique objectif de son deck, c'est d'avoir un rendez-vous. Et donc les gens ils confondent un peu tout parce qu'ils essayent de mettre énormément d'éléments dans le deck, sauf que c'est pas le moment où tu vas être convaincant. Ton sujet, c'est quand t'envoies le deck, surtout à froid, quelqu'un qui connaît pas, tu dois suffisamment l'exciter et l'intriguer pour qu'il se dise ah tiens, j'ai envie de te prendre au téléphone et j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est à ce moment-là que tu vas essayer de le convaincre d'investir. Mais donc les erreurs, c'est de surcharger ces trucs-là alors qu'il faut avoir une narrative qui est claire. Déjà, ça peut paraître con, mais genre il y a plein de gens où ils utilisent des mots compliqués pour dire des choses simples et en fait le temps d'attention des gens qui vont lire ton deck il est super réduit. Nous par exemple chez Zocos on utilise un outil qui s'appelle Brieflink qui nous permet, c'est un peu un Google Analytics des decks, donc ça nous permet de comprendre combien de temps
les investisseurs passent à visionner le deck. Et donc, on voit les stats de ce truc-là et c'est super drôle parce que les investisseurs, les entrepreneurs, pardon, ils peuvent se casser la tête pendant 2 mois à faire un deck alors que tu vois, genre c'est 30 secondes, 40 secondes, 1 minute de visionnage, tu vois. Donc finalement, ce temps d'attention, il est super court. Et donc le sujet, c'est comment tu crées un hook, quoi. Ouais, Le exactement. hook parfait, Comment tu crées un storytelling sur le truc où le mec se dise ah putain, ça c'est intéressant, il faut que je les ai au téléphone. Et après, au téléphone, il va te poser des questions, tu vas avoir ta discussion avec eux. Et c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est comme en call. Quand tu fais du démarchage téléphonique, ton seul et unique objectif, c'est que la personne que tu appelles à froid, elle prenne un rendez-vous avec toi. C'est pas de lui vendre un truc tout de suite maintenant, quoi. Parce qu'elle est juste pas dans les bonnes dispositions mentales, elle t'a rien demandé, tu débarques, elle a autre chose à faire, quoi. C'est un peu la même logique. Mais du coup, pour arriver à catcher l'attention des personnes qui vont survoler le pitch deck, quelle partie du pitch deck il faut arriver à rendre clair et précis? Je pense que c'est une narrative globale. Il n'y a pas Alors, il y a les éléments dont je te parlais qui sont un peu les éléments fondamentaux de c'est quoi le problème que j'attaque, c'est quoi ma solution, pourquoi j'ai la bonne équipe pour l'attaquer, c'est quoi notre secret sauce, comment on a compris qu'on va adresser un nombre de clients à l'échelle, etc. Donc, qui sont un peu les points d'ancrage de ce qu'est une startup, finalement, qui est scalable, répétable et rentable, quoi, tu vois. Et hormis ces cases-là, c'est comment je crée une narrative globale où tu emmènes quelqu'un dans ta vision et qui se dise putain, je suis en train de lire le futur en 10 pages, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas hyper fan. Il n'y a pas de template en fait, c'est beaucoup contextualisé finalement en fonction de ce que tu fais, mais le sujet c'est comment par rapport à ton histoire et ta narrative, tu construis le storytelling qui est le plus séduisant pour que le mec il ait envie de te prendre au téléphone, quoi. Avant ça, comment tu détermines la valorisation de ta startup avant d'aller chercher une levée de fonds? Alors ça c'est un bon peu technique, c'est que déjà c'est pas toujours toi qui le fais. Ce qui peut arriver c'est que ce qu'on appelle ton lead investor, donc si tu veux dans les levées de fonds, généralement ce qui se passe en tout cas quand tu vas aller parler à des acteurs de VC, c'est que tu vas avoir un fonds qui va, ce qu'on appelle l'idée de tour, donc qui va mettre la poche d'investissement la plus importante sur ce que tu lèves. Donc tu lèves 2 millions par exemple, et tu as ton lead qui va dire moi je vais couvrir 1 million, et tu vas trouver après des follow, ce qu'on appelle, donc ils vont suivre le ticket d'investissement du lead pour compléter. Et donc généralement c'est un peu le négo que tu vas avoir avec ton lead. Il y en a un qui décide de mettre un ticket assez élevé, il peut pas y en avoir un autre qui peut venir mettre le même ticket direct. Ça dépend des montants. Tu peux avoir, c'est vrai que je disais, tu as des étapes et tu as des étapes. Mais prenons l'exemple de la seed par exemple. Donc tu vas lever des fonds en seed quand généralement tu as déjà un produit, de l'attraction. Tu n'es pas au stade 0, tu es au stade avancé, tu es quand même au début de ton aventure, mais tu as des preuves suffisantes de traction qui te permettent de dire bon, j'ai rencontré mon marché ou je suis en train d'avoir eu mon produit market fit, il faut que j'accélère. Donc c'est des tours qui peuvent être aux alentours de 2 millions à peu près. Pour des valorisations, pareil, c'est des fourchettes, mais qui peuvent aller disons de 5 à 12, 13, 15 millions peut-être de valo max, quoi, sur ce range-là. Comment on fait cette évaluation? C'est que si tu veux, alors le standard marché, mais encore une fois, il n'y a pas de standard établi, mais à la seed généralement, ce qui est accepté, c'est que tu vas perdre entre guillemets 20% de ta table de capitalisation. Tu vas accéder de céder 20% de ton capital pour un tour de seed. Donc le sujet c'est encore une fois à quel point ton deal est sexy, à quel point tu peux te mettre dans la fourchette haute de ce truc-là, donc accepter d'avoir le meilleur montant pour le pourcentage de dilution le plus faible. Donc toi généralement tu peux avoir une idée et on va te poser la question qu'est-ce que tu attends, mais après ton lead il peut aussi te l'imposer. Donc quand il va te proposer si tu veux, ils vont te faire passer sur des rounds d'entretien. Tu vois, donc tu peux avoir 4 à 5 rounds d'entretien avec ton fonds. Et une fois que tu as un go, tu as ce qu'on appelle une term sheet. Donc c'est un document de 2 pages littéralement avec disons les contours du deal. Et dans cette term sheet, ils vont te proposer une première valorisation qui est dans l'estimation de ce que tu as accepté de lâcher. Et après, ça va être toi et ta négo. De dire non, j'accepte, oui, j'accepte pas. Et est-ce que tu as le rapport de force de le faire, quoi. Donc généralement, tu vas avec un truc en tête, tu peux l'annoncer. Mais ça veut pas dire que ça sera respecté. Le mec en face, il peut aussi très bien dire bah non, pour moi c'est trop cher, je suis chaud mais je vais payer moins cher, ou je suis pas chaud, voilà. Et ce qu'il faut savoir par contre, et ouais, ça c'est important de le préciser, sur les premiers cycles de la société, on accepte qu'elle est pas fidèle. Parce que de toute manière, de toute façon, au moment où tu lèves ce montant-là, ta société elle vaut pas vraiment ce prix-là. Ils acceptent de surpayer ce prix parce qu'ils se disent bon, sinon on injecte cet argent, non seulement la startup elle va rattraper la valorisation qui est surélevée, mais non seulement elle va le dépasser, parce que c'est sur des modèles où il y a des exponentiels de revenus, c'est des modèles scalables, j'accepte de payer ce surplus au début. Mais le sujet, c'est ça, le sujet, tout le truc casse-gueule, c'est de pas non plus survaloriser
ta société, parce qu'un scénario catastrophe, c'est ok, j'ai cramé les 2 millions d'euros que j'ai levés et j'ai pas des chiffres qui permettent de démontrer que je suis réussi à rattraper cette valorisation. J'ai une structure de coût qui est devenue trop grosse et du coup, je suis dans un cul-de-sac parce que j'ai survendu un truc qui vaut pas le prix et j'ai pas réussi à rattraper ce truc-là. C'est quoi les points de vigilance que tu dois avoir lorsque tu négocies avec les investisseurs? Que ce soit à ce moment-là, que ce soit avec le lead ou les autres investisseurs. Ils vont te faire signer ce qu'on appelle un pacte d'associés qui va établir des règles liées à l'investissement, si tu veux, et donc, notamment des clauses qui vont être ce qu'on appelle des clauses de liquidité préférentielle, par exemple. Donc ils vont te dire, moi j'accepte d'investir dans ta startup, par contre, dès que tu auras de l'argent, des excédents qui va être versé, que ce soit en dividende ou en revente, je vais être le premier à toucher cet argent-là avant les fondateurs, parce que du coup j'ai pris un risque et j'ai une préférence sur les liquidités qui vont être générées. Donc ces clauses de liquidité préférentielles, elles peuvent prendre plusieurs formes, mais généralement c'est ça, c'est pour s'assurer du fait que quand il y aura de l'oseille, je suis le premier à l'encaisser parce que j'ai accepté de prendre ce risque. Donc ça, c'est des clauses qu'il faut négocier. Et l'autre clause, pareil, tu as des clauses assez standards, ce qu'on va appeler de vesting. C'est les fonds vont demander aux fondateurs de rester un temps sur la société pour toucher leur action. Si tu veux. C'est pour s'assurer que tu pars pas avec mon oseille et que si tu pars avec ton oseille, tu vas perdre les actions de ta boîte. C'est important de comprendre les mécanismes et de comprendre pourquoi ces clauses elles sont designées comme ça. Mais fondamentalement, elles sont là pour protéger les intérêts de la société. Donc c'est toujours un équilibre entre eux, ils vont avoir un intérêt à faire des règles strictes qui vont dans leur sens. Il y a des règles de bon sens pour la boîte pour protéger les intérêts de tout le monde. Et toi, en tant qu'entrepreneur, il faut que, tu vois, par exemple, ils peuvent caper ton salaire. Tu vois, ça c'est standard. Tu peux pas dire sur les 2 millions, je vais me payer 200 000 euros par an. Tu vois, et donc ça paraît normal, notamment si tu essaies de développer. Mais donc voilà, c'est tous ces trucs-là qu'il faut négocier avec eux. Quelle position il faut avoir, quelle posture il faut prendre sur ces négociations-là? C'est-à-dire est-ce que je dois arriver avec une posture de mon produit il a une petite traction, enfin j'ai confiance en moi, je sais que ça va bombarder, donc soit tu me suis, soit je vais voir quelqu'un d'autre, ou est-ce que je dois plutôt lever le pied Non, ouais, je pense que tu l'as dit, non, globalement c'est ça. En fait, faut pas oublier que la valeur, à la fin de la journée, sur ces business-là et sur l'investissement en start-up, la valeur elle est créée par les fondateurs. Surtout quand tu investis en tôt dans le cycle des boîtes, le producteur de valeur, c'est l'équipe fondatrice. Et donc ça, il faut pas l'oublier parce qu'en fait, eux dépendent aussi finalement de toi. Donc faut pas être dans une posture arrogante non plus vis-à-vis d'eux en disant voilà, moi je vous pisse dessus, c'est moi le boss, parce que tu es encore dans une étape où tu es en train de démontrer que tu fais de la valeur. Par contre, il faut aussi garder en tête que si tu n'es pas productif, il n'y aura pas de valeur derrière. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre un niveau de confiance qui est de dire ok, moi les fonds, je vais réussir à les lever, du capital sur cette terre, il y en a énormément. Par contre, des gens qui font ce que je fais, de la manière dont je le fais, au moment où je le fais, ça il y en a peu, c'est rare. Donc c'est ce que j'expliquais, ce truc de rareté, quoi, tu vois. Donc c'est de se rendre désirable, mais pas insupportable. Et parce qu'à la fin de la journée, ça va être aussi des actionnaires de ta boîte. Donc ils vont avoir une place au board, ils vont avoir un droit de décision sur ce que tu fais, ils vont avoir un droit de regard, de questionnement. Donc faut pas rentrer dans la caricature de c'est des méchants. Ils ont des intérêts économiques, toi tu as les siens aussi en tant que fondateur, donc c'est comment tu équilibres ça, quoi. Et par rapport à ce droit de regard qu'ils vont avoir sur la boîte, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Plutôt l'investisseur qui offre un gros montant ou celui qui apporte de la valeur stratégique? Ouais, les deux, mon capitaine. Hein. Franchement, si tu peux avoir les deux, c'est pour ça qu'il faut plutôt essayer de cibler des fonds qui sont dans sa thèse à la fois sectorielle et de moment de vie de ta boîte. Ce qui est l'avantage finalement des VC, c'est pas des bons entrepreneurs au demeurant, mais à minima, c'est des gens qui captent beaucoup d'informations sur le marché. Et donc ça, il faut le valoriser parce qu'ils voient passer de la data. Donc faut essayer de s'entourer de gens qui sont bienveillants, qui comprennent aussi la difficulté du métier, parce que encore une fois, les risques, c'est l'entrepreneur qui les prend, c'est pas le fonds d'investissement. Eux, c'est dans leur modèle de perdre de l'argent, donc ça, faut pas. Tu vois, les risk takers, faut doser là-dessus. Hein. Celui qui charbonne et qui prend un risque, c'est surtout l'entrepreneur, quoi. Donc si tu peux avoir les deux, c'est bien. Et de l'autre côté, tu vois, c'est un peu, en fait, moi pour être très honnête, je trouve que ça, c'est toujours un peu surcoté. En fait, tu vois, les fonds qui te disent beaucoup we support founder, non, on est disponible et tout, bah ouais, t'as mis un million dans la boîte, tu décroches au téléphone, en fait,
c'est juste la base. Ils peuvent t'aider à y voir plus clair, ils ont vu passer d'autres choses, donc voilà. Tu vois, Jean de la Roche-Brochard de Kima, il dit un truc marrant, il dit les meilleurs n'ont pas besoin de toi et les moins bons ne t'écoutent pas. Donc je pense que ça résume assez bien ce truc-là. Normalement, tu es censé être le mec le plus proche de ton marché, de tes clients, et donc ils savent pas mieux que toi ce que tu es en train de faire. Sur les différentes levées que ZoQuest a fait sur les dernières années, c'est quoi les tendances que tu remarques actuellement sur le marché du financement des startups? Ouais, bah c'est un sujet de tendance. Globalement, le marché de l'investissement et des fonds, tu as des sujets qui sont trendy. Donc tu vois, c'était beaucoup l'IA forcément. Okay. Là, 2025, c'est les AI agents, tu vois, c'est the sujet du moment. Le quantum aussi, beaucoup. Quand tu as des verrous technologiques qui sautent, ça amène des opportunités. Et donc les fonds se disent, ok, bon, let's go, tu vois. Donc forcément, l'IA a débloqué un nombre d'opportunités dans plein de secteurs incroyables. Il faut comprendre, encore une fois, je ne veux pas vérité absolue, mais il faut comprendre que c'est quand même régi par ça. Et donc quand tu fais un sujet qui est pas dans le sujet de la trend, tu nages un peu à contre-courant. Ça c'est bien de l'avoir en tête et que malheureusement c'est aussi régi par ce truc-là. Ok, par la tendance du marché. Quel conseil tu donneras à un entrepreneur qui cherche à lever des fonds pour la première fois? Est-ce que tu as 3 conseils que tu pourrais lui donner? Bon, déjà de regarder cette vidéo. Non mais de se documenter globalement, il y a plein de sujets sur ça. Ouais, ici donc du super contenu aussi sur donc de comprendre les mécanismes en fait, tu vois, donc de pas arriver et aussi d'arriver humblement sur lequel je comprends. Faut que je comprenne comment tout ça fonctionne. À l'époque, Coup d'État avait fait je sais pas si c'est encore disponible, donc désolé, c'est pas le cas. Mais Coup d'État avec Oussama, ils avaient fait une super formation sur le veston. Donc un, c'est de s'éduquer quand même au fonctionnement, à tous ces termes et tout, machin, à ce qui paraît un peu compliqué de loin, mais qui finalement est très très pratique. De bien se préparer, j'imagine, comme tu disais. Ouais, exactement. Ouais. En fait, quand tu appuies sur le bouton, hein, ça c'est super important. En fait, quand tu appuies sur le bouton, donc ça veut dire que tu as passé déjà un bon moment à bien structurer ta levée. Donc, structurer ta levée, c'est que tu as ton CRM avec les investisseurs que tu vas contacter, tu sais l'ordre dans lesquels tu vas contacter. Pareil, petit tips, on conseille de démarrer à aller pitcher à des gens qui ne sont pas forcément les gens que tu privilégies. Ne serait-ce que pour t'entraîner, te roder, comprendre la mécanique, roder ton pitch, comprendre les objections, pense que les gens n'ont pas compris. Donc ça, démarrer un peu dans le sens inverse et dans la mesure du possible, essayer de terminer par ça. Deuxième conseil, ça c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est super important, c'est de comprendre qu'il faut essayer de condenser au maximum le temps de ta levée quand tu appuies sur le bouton, en fait. Parce que à la fin de la journée, c'est un petit village, le monde de l'investissement, et comme je disais tout à l'heure, les top deals, ils remontent du panier. Et donc si tu veux, il faut essayer de faire croire entre guillemets à ce petit écosystème que t'es the deal du moment, que ça tourne. Et parce que oui, ils se parlent bien évidemment tous entre eux. Donc le sujet, c'est comment tu arrives à condenser au maximum le nombre de rendez-vous que tu vas avoir sur une plage qui est la plus courte possible pour avoir cet effet un peu de halo sur ta levée. La lumière sur sa boîte, sur sa... Voilà, exactement. Et comme on a l'impression que tu es le deal du moment, on va avoir le sentiment que tu vas être sursouscrit. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de gens qui veulent te donner de l'argent que ça. Et donc, tu vas créer cette espèce de dynamique de essayer de renverser ce truc-là, de qui je vais choisir. Et donc, pour ça, il ne faut pas étaler le temps. Il ne faut pas essayer de faire une levée sur 10 mois. Parce que du coup, tu ne crées pas cet effet un peu de halo, tu dilates le temps. Et du coup, on a l'impression que tu es pas si désirable, finalement. Et voilà, c'est un peu comme en drague. Tu attires plus de gens quand tu fais sentir que tu n'es pas un chien. Okay. Faut pas montrer que tu es un chien. Voilà, c'est ça, je dis très directement. Et si tu te rends compte que tu as une traction de malade et que tout le monde veut investir chez toi, alors que tu avais capé que tu allais lever 2 millions, est-ce que tu dois être gourmand ou aller chercher plus? Ou est-ce qu'il faut respecter la stratégie que tu avais en tête et savoir que ces 2 millions te servaient à un objectif spécifique? Ouais, alors il y a 2 écoles sur ça. Tu as l'école de take the money and run, quoi, tu vois. Donc tant qu'il y a de l'argent sur la table, tu prends. Mais modulo que tu déconnes pas trop avec ta valo. Donc ça veut dire que ce surengouement ne doit pas surévaluer ta boîte parce que toi-même tu te mettrais dans une position de fragilité. Avec la logique de dire si je n'arrive pas à rattraper, à dépasser ma valorisation, je suis en train de tuer ma société. Ça, faut juste bien l'avoir en tête parce que tu desserres tes intérêts. Donc c'est un peu un équilibre de dire ok, je peux peut-être gonfler un petit peu mon enveloppe, mais il ne faut pas que ça ait un impact trop important ni sur ma valorisation, ni sur ma table de capitalisation, parce que ça dessert mes intérêts. Et l'autre chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les fonds d'investissement sur ces tours-là, ils vont accepter par exemple à la cible que tu perdes X% de tes parts, à la série A, haut de pourcentage, etc. C'est structuré d'une manière à ce qu'ils veulent que
eux, leur objectif, personne ne gagnera de l'argent de toute façon autour de la table si tu vas pas au bout. Et aller au bout, c'est quoi? C'est que, ta société soit revendue, tu fasses racheter soit par un plus gros, donc fasses un exit, soit que tu rentres en bourse, tu vois. Mais sauf que le chemin pour arriver à là, il est très long. Et donc le sujet, c'est que le fonds exige ça, que les fondateurs ne perdent pas trop de leur capital dès le démarrage, parce qu'ils savent que le chemin il est long, et ils veulent garder les fondateurs motivés pour pas se dire en fait dans 10 ans il te restera 1% de ta boîte et tu n'auras plus envie de te battre en tant que fondateur. Donc voilà, donc c'est un peu cet équilibre à trouver entre l'argent que tu as besoin de lever, ce que tu dois céder pour le lever, mais en gardant en tête que tu vises quand même la sortie et que cette sortie elle prend du temps. Et tu penses qu'il est encore possible de réussir sans lever? Mais carrément, c'est vrai que ça on n'en a pas parlé, mais il y a même plein de gens qui lèvent des fonds qui ne devraient pas lever de l'argent. Encore une fois, il faut vraiment comprendre la typologie de boîte que tu es, le type d'actif que tu es, et c'est quoi les règles du jeu. Tu prends un Spectra, une Tech par exemple, tu veux créer une boîte qui permet d'analyser le sang grâce à la lumière quantique, bah ouais, bien évidemment que tu vas devoir lever de l'argent et tu vas devoir enlever beaucoup, tu vois. Et par contre, il y a plein de typologies de business, quoi. Alors dans les apps mobiles, c'est pas tout le temps vrai, mais tu fais une application mobile, payante par exemple, tu peux faire beaucoup de contenu organique en étant débrouillard. Tu peux générer des premiers revenus et tes boss que tu peux bootstrap. Encore une fois, le sujet, c'est si tu peux ne pas lever de fonds, c'est pas un marqueur de succès en fait, de lever des fonds. C'est un super outil, mais il faut le considérer comme un outil. Merci pour tous ces conseils. Voilà. Allez. Tu vas lever des fonds maintenant. Let's go.